vas-tu, paysan, avec ton boubou neuf, ton chapeau bariolé, tes souliers éculés? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé? Aujourd'hui, les grandes métropoles camerounaises peuvent briller de mille feux tous les soirs. Les décennies dans le noir se rangent progressivement dans les tiroirs de l'histoire. Les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas du tout ou très peu la fureur des bougies. Pour retrouver la source de cette énergie qui illumine le Cameroun, il faut aller près de 400 km à l'est de Yaoundé. C'est dans cette forêt équatoriale du Lom et Djerem, à 90 km de Bertois, que la magie opère. Ici, 2 millions de tonnes de béton sont dressées sur le chemin du fleuve Lom sous la forme d'un énorme barrage de retenue d'eau. La réalisation titanesque de 45 mètres de haut est à la hauteur de la vision de son bâtisseur, le président Paul Biya. « 238 milliards de francs CFA ont été déboursés par l'État du Cameroun pour s'acheter les services de la China International Water and Electric Corporation, constructeur du barrage de Lompangar. 3 ans plus tard, l'infrastructure sortir de l'eau est à la taille de l'investissement consenti et de l'espoir qu'elle suscite. Le rôle stratégique de Lompangar se comprend mieux lorsqu'on parle de la Sanaga, qui est le plus grand fleuve du Cameroun et qui dispose de plus de 60% du potentiel hydroélectrique du Cameroun. Aujourd'hui, nous avons 2 barrages qui sont construits sur le fleuve Sanaga, le barrage de Sonloulou et le barrage d'Eléa. Alors, ce qu'on constate avant Lompangar, il y a une véritable situation qui a créé au Cameroun ce qu'on appelle le délestage pendant la saison sèche. Et il fallait mettre un terme rapidement à ce délestage. Et la solution pour le gouvernement, c'était de construire un barrage réservoir. Parce que la particularité de la Sanaga, c'est que c'est un fleuve très fluctuant. Le débit remonte en saison de pluie et le débit baisse en saison sèche. Ce qui fait que les conséquences sont importantes en termes de production. Ce qui fait qu'on a un déficit de production. Maintenant, lorsque Lompangar a été construit et opérationnel depuis 2015, le débit de la Sanaga est passé de 600 à plus de 1040 mètres cubes d'eau seconde. Ce qui a eu une conséquence directe de l'augmentation de l'offre énergétique de l'ordre de 170 MW. 170 MW vient combler dans le déficit signalé par le distributeur Eneo. Ça veut dire qu'à court terme, le gouvernement, à travers Lompangar, a permis de mettre un terme au délestage massif. Parce qu'avant Lompangar, il y avait un délestage massif dans tout le réseau interconnecté sud. Notamment en saison sèche. Et depuis Lompangar, on ne parle plus de délestage. Lompangar est également conçu pour être le catalyseur du potentiel hydraulique de la Sanaga. Ces 6 milliards de mètres cubes d'eau de capacité sont favorables à la construction de nouveaux barrages hydroélectriques en aval. Le Cameroun ne compte pas du tout s'en priver. Maintenant que Lompangar a été construit avec son réservoir de 6 milliards de mètres cubes d'eau, à court terme, je l'ai dit, nous avons remonté la production de Sonloulou et Edea. À moyen terme aujourd'hui, nous sommes en train de véritablement rendre opérationnel le potentiel de la Sanaga parce que vous avez aujourd'hui le barrage de Natigal qui est en train d'être construit. En réalité, c'est la première fille de Lompangar. Sans Lompangar, pas de Natigal. Ça vous permet tout de suite de voir l'impact direct de Lompangar à travers la construction de Natigal. Parce que Lompangar apporte presque la moitié de la puissance de Natigal à travers ce qu'on appelle la puissance hydraulique garantie. Donc, à long terme, il y a de nouveaux barrages qui sont en étude, soit les études environnementales, soit les études techniques qui sont très avancées, notamment le barrage de Sombengue, le barrage de Sondon, le barrage de Kikot. Peut-être une demi-douzaine de barrages peuvent être érigés sur la Sanaga grâce à Lompangar. Vous comprenez donc pourquoi, quand on parle de Lompangar, on parle d'un projet structurant. Le projet Lompangar est une manne pour la région du soleil levant. Afin de pallier aux coupures intempestives d'électricité à l'est, EDC a entrepris de construire une usine de pied greffée à l'ouvrage de retenue d'eau
déjà en service. L'usine de Pié, c'est une usine de production hydroélectrique qui est en construction au pied, comme on le dit, du barrage de Lompanga, du barrage de retenue de Lompanga. Bon, nous sommes actuellement en phase de la construction de cette usine de Pié. Cette usine de Pié aura une capacité de 30 MW qui sera transportée par une ligne de 90. Nous avons actuellement, du point de vue de la construction, la phase de génie civil, nous sommes à 60% d'exécution actuellement. Donc, il est question qu'à terme, cette usine, l'énergie produite par cette usine soit transité par le poste évacuateur, comme vous le voyez là, et soit renvoyé sur le poste récepteur au niveau de Bertois. Et ce sera le début de la fin du calvaire des populations de l'Est. À mesure que le temps passe, les villages s'impatientent, les villes attendent patiemment de voir la matérialisation de cette promesse présidentielle. Pour une fois de plus, goûter aux fruits les plus délicieux du renouveau. Les 30 MW sont d'abord destinés pour l'Est. Parce que vous verrez, dans le projet, il y a une prévision de 150 villages qu'on va pouvoir alimenter. Bon, maintenant, vous savez que le projet ne s'arrête pas forcément à Bertois. Parce qu'il y a un autre projet d'interconnexion au réseau interconnecté sud. Alors en réalité, ces 30 MW vont se disperser dans tout le réseau interconnecté sud. Le docteur Théodore Sango, maître d'ouvrage en chef du projet Lompanga veille au grain. L'Est doit bénéficier des bienfaits de la révolution énergétique en cours au Cameroun. Le DG de EDC en a fait une affaire personnelle. Nous sommes au niveau du montage des conduites forcées. Vous pouvez voir derrière moi, nous sommes en train de monter les conduites forcées. Ça, les voitures là. Effectivement, vous voyez le montage des conduites forcées est en train de s'opérer. Donc, nous sommes en attente de réception de la charpente métallique. La plateforme où vous vous trouvez là, avant de couler cette plateforme, il faudra mettre en place la charpente métallique avant de procéder au coulage. Donc en fait, actuellement, nous pouvons dire qu'actuellement nous sommes à la phase un peu critique. Parce que le montage de ces conduites forcées est une opération un peu délicate. Au même moment à Bertois, un autre ouvrage capital pour le projet d'alimentation de la région de l'Est en énergie électrique à partir du barrage de Lompanga évolue à grande vitesse. Le poste de transformation 90 kV de Bertois sort progressivement du terme. C'est là que l'énergie de l'usine de Pié sera reçue, transformée et dispatchée à travers les départements du Soleil levant. Ce poste, nous avions deux départs, autant pour moi, le départ à Batouri et le départ à Bomban, et une arrivée qui viendra de Lompanga. Ce poste aura pour rôle de faire transiter l'énergie dans toute la région de l'Est en 30 kV, ainsi que pour le rural et 15 kV pour le urbain. Il y en aura donc assez pour tout le monde à l'Est. Les coupures intempestives d'électricité ne seront bientôt qu'un vieux et lointain souvenir pour les milliers de Camerounais qui vivent dans cette partie de notre pays.
nous avions déjà installé le jeu de base à 4 kV, ainsi que toutes les charpentes métalliques sont déjà en place. Les équipements électriques, à savoir les isolateurs 90 kV, les disjoncteurs 90, les parafoudres ainsi que des sectionneurs. Nous avions 2 transformateurs de puissance sur ce site, de puissance de 25 MW. C'est ces transfos qui vont nous permettre de faire, de transiter l'énergie dont nous avions fait part au départ. En ce qui concerne sur le point de vue des distributions, proprement dite, l'énergie sera disponible à B3 à partir de Lompanga au premier trimestre de l'année 2022. C'est donc une opération technologique de haut niveau qui témoigne de la volonté du gouvernement à mettre l'homme au centre des enjeux de développement. C'est l'un des projets qui a mis l'homme au centre de son action. Et la maîtrise d'ouvrage, EDC, a investi environ 40 milliards de francs CFA avec l'aide de nos partenaires au développement, l'aide de nos partenaires financiers, pour accompagner les populations impactées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet Lompanga est l'un des rares projets qui a réussi à concilier les exigences environnementales et techniques. Les populations impactées par le projet de construction du barrage de Lompanga se plaisent dans le nouvel environnement créé et aménagé à leur intention. Pour l'homme, EDC a construit écoles, hôpitaux et routes. Tout un village a d'ailleurs été créé afin de recaser les riverains du Lom. C'est également grâce au barrage de Lompanga que ce village de pêche a vu le jour. Ici, Camerounais et Nigérians, Centrafricains et Nigérians se passent le filet tous les jours, toute l'année, pour récolter une variété rare de poissons. Bon, le pêcheur, le barrage nous a réunis beaucoup. Il y a beaucoup de ethnies et de races qui ont ressemblé ici. Et la majorité sont les Camerounais, il y a aussi les Nigériennes. Et ensuite de suite, il y a beaucoup de qualités de pêcheurs qui sont entrés ici pour la pêche. En cette sécheresse-là, il n'y a pas de poisson parce que ça ne produit pas. Le poisson qui donne, ça veut dire que quand ça sort pour pondre les œufs, là, je crois que ça peut donner facilement et pour nous donner à capter facilement. Bon, ici, en fait, nous avons 3 qualités de poissons qui est ici à Lompanga. Bon, nous avons le silure et le carpe et les micromis. Nous n'avons pas encore de qualité de produits à pêche ici. Bon, les gens qui viennent acheter le poisson ici, il y a ceux qui viennent de Yaoundé, de Douala, Bafoussam, Ngaoundéré et Marouane, Garouane en plus. Évidemment, les choses peuvent encore et sont en train d'être faites pour améliorer la qualité de vie dans cette oasis. Bon, nous avons le souci envers le gouvernement beaucoup parce que nous avons beaucoup ce qui est manqué ici, nous les pêcheurs. Bon, nous n'avons pas assez d'hangar. Comme vous voyez, c'est le base que nous avons mis pour quand même protéger nos produits de vente sur le marché. Et nous n'avons pas encore l'eau à boire sur le marché. Et c'est ça qui est la difficulté qui est là pour nous les pêcheurs ici actuellement au niveau de pêche ici.
L'impact social du barrage de Lompangar, c'est aussi cette réserve de grands primates créée pour préserver l'écosystème et la faune de ce bout du massif forestier du bassin du Congo. Nous avons aussi construit un parc national, le parc de Ndengdeng, qui a permis de sécuriser aujourd'hui les grands primates, notamment les gorilles, les chimpanzés et autres. Donc de façon globale, vous avez là un projet qui a réussi dans toutes les dimensions. Pour tout arranger, des villas, pas moins, sont en construction et seront bientôt mises à la disposition des éco-gardes de la réserve de Ndendeng. Un autre petit paradis, perdu au cœur de la forêt équatoriale, voit progressivement le jour ici. Beaucoup d'autres pays africains sont venus au Cameroun, à Lompangar, essayer de s'abreuver à notre école. Et là, c'est une fierté pour nous les Camerounais de recevoir le Rwanda, le Bénin, le Togo, la Tanzanie et plein de tous ces pays. Pour nous, c'est la fierté nationale déjà. Parce que ce qu'il faut dire dans le cadre de Lompangar, c'est que le barrage est exploité par les Camerounais. Ça également, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Parce que le transfert des technologies a réussi. Vous savez qu'aujourd'hui, le palais des congrès est toujours géré par les Chinois, depuis les années 70. Donc pour nous, la fierté du Cameroun aujourd'hui à travers Lompangar, c'est qu'il n'y a aucun Chinois. C'est les Camerounais qui gèrent ce barrage et ils maîtrisent l'ouvrage parfaitement. Et là, ça veut dire que le transfert des technologies a également réussi. Et parce que nous ambitionnons de devenir un pays émergent. Pour devenir un pays émergent, il faut avoir une bonne main-d'œuvre, il faut des ressources qualifiées qui peuvent construire les industries. Et ici à Lompangar, nous avons pensé à ce volet-là et c'est important pour nous. Et c'est important pour tout le Cameroun, M. Ibrahima. Lompangar fait partie aujourd'hui de ces projets dont le renouveau peut être fier. Un cas d'école en la matière, malheureusement peu connu de ces Camerounais, dont les yeux sont trop occupés à fuiner les poubelles mal vidées, qui souffrent aujourd'hui de cécité. Pour en savoir un peu plus, nous recevons en posture d'invité de complément d'entretien Monsieur le directeur général de Electricity Development Corporation, Monsieur Théodore Sango. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous avons été stupéfaits, comme beaucoup de Camerounais, de découvrir l'investissement lourd, pharaonique que le Cameroun a réalisé à l'est de notre pays. Ce n'est pas un cas isolé, c'est le cas depuis bientôt la création de EDC, 15 ans environ, depuis 2006. Quelle est la cartographie générale de la production de l'énergie électrique dans notre pays aujourd'hui? Merci de me donner l'opportunité de faire ce petit bilan de la production d'énergie électrique. Il faut savoir que depuis que la SONEL existait, on avait essentiellement comme principale source de production des barrages de Sonlolo et Déa pour le réseau interconnecté sud. Et pour le réseau interconnecté nord, c'était le barrage de Lato. Maintenant, il y avait des centrales thermiques isolées, disséminées dans tout le pays. Il y en a un peu partout. Et entre-temps, pour pallier au déficit chronique, on a multiplié les sources d'énergie. On a donc construit la centrale thermique à gaz de Kribi, la centrale thermique au fioul lourd de Yassa, de Dibamba, disons ça comme ça, de Limbe aussi. Et on continue à faire un certain nombre de programmes thermiques, comme le programme thermique d'urgence que EDC a mis en place depuis sa création. Vous voyez donc, on est parti d'une situation où l'énergie hydroélectrique représentait plus de 90% des sources de production, mais c'est tombé à presque 70% avec l'avènement du thermique lié à la privatisation. Voilà en gros ce qui se passait avant l'avènement de Lompangar qu'on pourrait évoquer tout à l'heure. Bien sûr. Et évoquons-le directement. Lompangar, le projet initié par le président de la République, pose la première pierre, le projet lancé autour de 2012. Quelques années après, le barrage sort de terre. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que Lompangar tourne à plein régime? Bon, Lompangar, sur ce volet barrage réservoir, tourne à plein régime depuis plus de 5 ans.
et il manquait l'usine de pied. Et cette fonction de barrage de Lompanga, qui est une retenue, avait été évoquée d'ailleurs en 2012, lorsque le président de la République, son excellence Paul Biya, a posé la première pierre. Il avait annoncé pourquoi Lompanga devient un projet structurant. Parce que Lompanga, non seulement régularise le fleuve Sanaga pour son Loulou et Déa, pour plus de 170 MW sans investissement supplémentaire, mais permet la construction d'une cascade de barrages sur la Sanaga, à l'instar de Artiga, qui est en cours, à l'instar de Kikot qui est projeté, à l'instar d'incidents comme Grand Tewen. Ça, c'est la fonction barrage réservoir. Maintenant, il y avait la fonction usine de pied qui était retardée, pour lequel nous travaillons actuellement, avec une perspective en 2022 pour sa mise en service. Donc, ça veut dire que, en fait, par rapport à la fonction barrage réservoir, Lompanga tourne déjà en plein régime depuis 5 ans, puisque ça fait depuis 5 ans qu'on n'a plus de délestage massif dans notre pays. Je pourrais en parler tout à l'heure à cause de Lompanga, mais ce n'est pas complètement en plein régime parce que l'usine n'est pas encore mise en service. Justement, l'usine de pied, nous l'avons visité, le chantier de toutes les façons. On a vu les conduites forcées, les cônes qui vont supporter les turbines qui sont déjà installées pour la majorité dans leur entièreté. Les techniciens là-bas nous annonçaient l'installation des premières turbines dans les mois à venir. Est-ce que les perspectives sont bonnes à quand la première énergie, les premiers mégawatts produits Lompanga pour les populations de l'Est? Bon, les perspectives sont bonnes. D'ailleurs, j'ai effectué une visite là-bas il y a moins de 3 semaines pour voir l'avancement de ce chantier. Comme vous avez vu vous-même, les conduites forcées commencent à être en place. 3 sur 4 plus exactement. La 4e sera installée dans 2 semaines. Et les perspectives sont d'autant plus bonnes que le reste des équipements est soit sur le bateau, soit en train d'être réceptionné en usine. Je pense à tout ce qui est pont roulant, charpente métallique, le distributeur, la bâche spirale et les équipements comme l'alternateur qui prennent tous le bateau. L'objectif, c'est que d'ici décembre, on sera maintenant en train d'attaquer les essais d'un certain nombre d'équipements. Ça nous permettra d'être capable en mars-avril 2022 que la première turbine de l'usine soit fonctionnelle. Mais entre-temps, sachant que les populations de l'Est rêvent de voir la canne en janvier avec une énergie plus sûre. Nous travaillons avec M. le ministre de l'Eau et de l'Énergie pour que, à partir de décembre, à partir du poste d'Abombang, nous puissions connecter tout le réseau 30 kV de l'Est en récupérant l'énergie et de Membélé et de son LDA, ce que nous appelons l'interconnexion du réseau Est et du réseau Centre-Sud à partir de décembre, parce qu'il y a déjà une ligne 225 kV qui est construite par l'entreprise Kalpataou, une entreprise indienne, entre Ahala et Bombang. Le projet avance très bien. Et EDC va aussi accélérer le poste d'Abombang pour faire cette interconnexion d'ici décembre. Là aussi, nous travaillons nuit et jour pour respecter cette échéance parce que les populations de l'Est ont trop souffert. On devrait de faire ce cadeau parce que chaque fois que je suis allé à l'Est, les populations étaient contentes de ce que j'avais fait pour le social, mais attendaient l'électrification. Et justement, monsieur le directeur général, je vous relance certainement sur cette question. Il y a entre Bertoua et Lompanga environ 150 km. Beaucoup de villages que nous avons traversés là-bas, les populations attendent dans ces villages-là également d'avoir l'énergie électrique. Certains même nous ont dit
qu'elles attendaient cela gratuitement. On verra si ce sera gratuit. Mais qu'est-ce qui est fait pour cette électrification des zones rurales concrètement pour que, pas seulement à Bertois, mais également à Ndendeng où il y a ce complément que vous avez, ce village que vous avez créé, qu'est-ce qui est fait pour qu'à ce niveau-là, l'énergie électrique soit également reçue de façon régulière, en quantité et en qualité suffisante? Naturellement, nous menons ces électrifications de front avec la question de l'usine, la ligne haute tension. Ce que je peux dire à ces populations, c'est que en 2022, avant la fin du premier trimestre 2022, même si ça dure un peu, ça le premier semestre 2022, les 150 localités que nous avons prévu électrifier et raccordées à l'usine de Lompanga seront électrifiées. Nous sommes en train d'accélérer ce processus parce que nous avons un bailleur de fonds qui s'occupe de ça, c'est la BAD de la BDAC, et qui nous soutient beaucoup. Donc en fait les populations de l'Est m'ont toujours dit qu'on a conçu Lompanga pour envoyer l'eau à son loulou et déjà eux ils n'ont rien. Alors on a commencé à donner une première réponse sur le volet social, en partie ce que nous appelons le plan de gestion environnementale et sociale, où nous avons conçu beaucoup d'écoles, de centres de santé, réhabilités, battoirs, etc., centres de santé. Et la pêche qui profite déjà à l'Est. Bien sûr. Et la cerise sur le gâteau, c'est le pont Touraké. Le pont Touraké que nous avons visité il y a quelque temps, qui va permettre de changer complètement la vie et des agriculteurs et des nomades pasteurs, parce que ça relie la nationale 13, la nationale 1, donc on pourra donc atteindre la Damaou en passant par l'Est plus facilement, et ça c'est une révolution complète sur le plan économique pour cette région de l'Est. Maintenant, effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est l'électrification. Une fois qu'on aura cette électrification, avec la pêche qui se développe, oui, à grande vitesse. et nous allons maintenant avoir la possibilité de conservation de ce poisson par des chambres froides. Et d'ailleurs, par rapport à la pêche, nous avons reçu une grosse mission japonaise qui est en train de prospecter pour développer au Cameroun, avec le ministère de la Pêche au Cameroun, avec nous, ce qu'on appelle la pêche en cage. Ça permet d'accélérer la production de poissons, parce que vous savez, nous avons un sérieux problème de poissons dans notre pays. Par rapport à nos besoins, nous importons au moins 200 000 tonnes de poissons par an. C'est énorme, on doit inverser cette tendance. Et avec EDC sollicité aussi pour travailler avec le ministère de la Pêche pour que ce volet développement soit aussi mis en vue. Vous voyez que tout ceci nous envoie sur la problématique de l'électrification qui permettra de bien conserver le poisson, de régler tous ces problèmes à l'Est. Vous voyez qu'on est en plein dans un projet structurant et de développement pour la région de l'Est. Maintenant, lorsqu'on sort de la région de l'Est, il y a d'autres barrages qui existent au Cameroun. Mvele, c'est également un projet structurant qui porte déjà ses fruits. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut être fier de la production d'énergie du barrage de Mvele aujourd'hui? Bon, comme je l'ai dit, je vais le répéter aujourd'hui, il faut savoir que Mvele a une puissance installée de 211 MW avec 4 groupes francistes de 500 MW chacune. La puissance installée n'est pas la puissance garantie. Alors, cette notion de puissance garantie n'était pas habituelle chez le commun des mortels. C'est pour ça que nous insistons pour préciser ça. Parce que la puissance garantie hydraulique, la fonction de l'énergie hydraulique, c'est qu'on tube de l'eau. Et l'eau n'est pas stable toute la saison. C'est le cas de la Sanaga, c'est pour ça qu'on régularise avec Lompanga. Exactement. Le problème de Mvele, c'est qu'il n'y a pas de barrage comme Lompanga ou en amont. Nous travaillons déjà pour envisager ce que nous appelons Mvele 2, qui est un mini Lompanga en amont qui permettra d'améliorer la puissance garantie. Mais en attendant, la puissance installée de 211 MW sera atteinte avant la fin de cette année à Yaoundé. C'est vrai que
toute l'année, ce n'est pas stable. Mais une bonne moitié de l'année, on a 211 MW. Il y a des périodes comme janvier, février, où ça peut tomber à moins de 50 MW, voire 40 MW. Mais il faut savoir que une fois que nous allons atteindre Yaoundé d'ici la fin de l'année avec les 211 MW, nous allons maintenant attaquer ce qu'on appelle Mbenvele 2, c'est-à-dire un petit barrage réservoir en amont, pour avoir une puissance garantie au moins de 100 MW, voire plus. Avec ça, ça va améliorer beaucoup le productif du barrage de Mbenvele. Monsieur le directeur général, il y a quand même des questions qui se posent, des préoccupations qui sont levées pour ce qui est de la partie septentrionale de notre pays. Le Grand Sud, avec Mbenvele, avec Lompangar et Dia-Songolo qui existe déjà, est en train de voir ses problèmes de production de l'énergie électrique réglés. Qu'en est-il du Grand Nord? Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'EDC pour que les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa connaissent moins de problèmes pour ce qui est de la distribution, de la production d'abord, et ensuite la réception de l'énergie électrique? Bon, je pense que le principal acteur pour le Grand Nord, c'est Eneo. Eneo qui, pour le moment, considérant la problématique du Grand Nord où il y a un déficit hydrologique chronique par rapport au barrage de l'Aglo, est en train de privilégier une solution thermique. C'est-à-dire, d'après mes informations, on va louer des centrales thermiques à type Agreco, un peu comme ce qu'on avait installé à Ala, on doit démanteler pour le Nord. Couper à ça peut-être l'allocation des panneaux solaires pour permettre au Grand Nord, à court terme, d'avoir ce problème de déficit énergétique. Mais nous pensons que la solution à long terme, de notre point de vue, c'est bien sûr la réhabilitation du barrage de l'Aglo, couplée avec le solaire, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser la retenue de l'Aglo pour installer des panneaux solaires et faire un mix énergétique qui sera solaire plus hydroélectrique pour l'Aglo. Important aussi de construire le barrage de Bini à Warak dans la Damawa. En couplant tout ça, ça permet déjà de limiter la consommation du thermique qui est très très coûteux. Mais à très long terme, le projet de déconnexion entre le réseau interconnecté sud et le réseau interconnecté nord à partir d'une ligne haute tension 400 kV qui prendra peut-être soit à partir de Natigal, soit à partir de Grand Ewen, c'est la solution finale. Parce que nous avons un problème dans notre pays, c'est que en fait, l'eau c'est au sud. Oui. Le soleil c'est au nord. C'est au nord. Ça veut dire en interconnectant, il y a un projet extrêmement important suivi par la Sonatrach, qui est une interconnexion entre le nord et le sud, une ligne de 400 kV. C'est un projet qui est d'ailleurs financé par la Banque mondiale, qui va peut-être d'ici 4-5 ans permettre de régler définitivement la problématique du nord. Donc on va se retrouver dans les 4-5 ans avec tous les réseaux interconnectés, le côté sud, l'est et puis le nord, avec donc des échanges d'énergie, et à ce moment-là, on sera définitivement sorti de cette problématique des coupures d'électricité dans notre pays. Est-ce que ça suffira, monsieur le directeur général, produire suffisamment d'électricité pour les Camerounais? Est-ce que c'est l'élément qu'il faut, la clé pour qu'il n'y ait plus de coupures d'électricité dans les ménages? Parce qu'on a souvent entendu parler de poteaux, de lignes qui s'effondrent avec les saisons de pluie. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire à part produire en quantité l'énergie électrique dans notre pays? Bon, en fait, pour assurer de manière durable la question énergétique, il y a 3 segments. Il y a le segment production, qui est le plus important. Il y a le segment transport et le segment distribution. Avec tout ce qu'on fait, EDC s'occupe beaucoup plus de ce qu'ils appellent le segment production.
C'est-à-dire, on a construit le barrage Lompanga, on est en train d'avancer sur le barrage de Membele, on surveille ce qui se passe à Natiga, ça c'est la production. Mais il y a le volet transport qui est aussi très important. Ce volet transport qui est géré par la Sonatel bénéficie de financements importants à la Banque mondiale, l'AFD. Ça va permettre de sécuriser le morceau production et transport. Mais il va rester ce qui fait l'essentiel de coupure dans notre pays, c'est la distribution. Cette distribution qui est surveillée par l'opérateur historique Eneo, puisque vous avez dit vous-même les poteaux qu'il faut remplacer. D'ailleurs, Eneo est en train de remplacer beaucoup de poteaux bois qui tombent, mais c'est un travail colossal. Eneo, d'après mes informations, remplace beaucoup de poteaux bois par des poteaux béton. EDC, à partir des projets pré-RED que nous avons pré-RED, nous sommes en train d'électrifier à peu près 500 villages dans notre pays. Si on ajoute les 150 villages de l'Est, ça fait presque 700 villages. Et nous privilégions les poteaux métalliques par rapport au béton pour d'autres raisons, disons, macroéconomiques. La solution finale, quand on a réglé la question de production de transport, de notre point de vue, c'est de régionaliser la distribution. D'accord. Que... Qu'est-ce qu'on entend par ça? Bon, c'est un projet qui était déjà dans le pipe, disons ça comme ça, et qui n'arrive pas à mûrir, puisque le gros problème, je prends quelqu'un qui est à Minta. Il y a un poteau qui tombe. Il n'a pas d'électricité. Dans l'organisation actuelle, il faut que le chef de Minta demande l'autorisation à Douala pour remplacer le poteau. Et c'est long. Il n'a pas les moyens. Ce que je peux vous dire, c'est que du temps de la Sonel, parce que je suis un ancien de la Sonel, on avait ce que nous appelons les directions régionales qui avaient et le pouvoir, et l'argent, et les équipements, et les magasins pour régler en temps réel ce problème d'exploitation. C'est lourd, c'est coûteux, mais c'est efficace. C'est efficace, c'est la solution. Mais quand c'est un privé qui doit gérer ça, il fait d'abord son calcul économico-financier. Ce n'est pas la même chose que quand c'est une entreprise publique qui s'en occupe. Parce que l'entreprise publique privilégie ce qu'ils appellent l'intérêt national. C'est pas la même chose. Le bien-être social des populations. Exactement. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots-là du directeur général de EDC, M. Théodore Sangou, que nous allons refermer cet entretien. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté de répondre à la question. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt pour une autre édition du magazine Émergence. Nous irons à la découverte des voies d'accès du complexe sportif d'Olimbe. C'est dans quelques semaines sur les antennes de Candice Télévision. Restez en compagnie de nos programmes, mesdames, messieurs. Bonjour.